Voilà, je vais continuer par le problème que pose aujourd'hui le féminisme. Vous savez que les femmes ont été longtemps considérées comme des êtres irrationnels qui, au fond, pour des raisons physiologiques, selon les philosophes du XVIIIe siècle, ne sont pas capables de conduire avec raison leur vie et doivent être par conséquent privés de tous leurs droits. Cette référence à l'histoire est évidemment écrasante, mais le peu de femmes, même s'il y a des femmes admirables qui ont fait de la philosophie, le peu de femmes philosophes manifeste quand même à quel point, au fond, la raison les a tenues à l'écart et à quel point elles ont été disqualifiées en tant qu'êtres rationnels. Bon, on a fêté les 50 ans du deuxième sexe de Simone de Beauvoir et là se révèle en fait un manifeste philosophique du féminisme. C'est la première fois qu'un philosophe de cette envergure consacre une étude au féminisme et à la femme, et au fond la formule tout à fait célèbre, c'est-à-dire qu'on ne naît pas femme, on le devient. Elle a une très grande force critique puisqu'elle nous dit que la femme et l'homme sont substantiellement égaux et que ce n'est que par la mauvaise foi que la femme se soustrait au poids de la raison, au fait de devenir un objet complémentaire de l'homme, etc. La liste en fait de toutes ces dérives de la féminité est considérée par Simone de Beauvoir à la fois comme une sorte de destin social, mais aussi comme une sorte de mauvaise foi. La femme fait la femme comme le garçon de café fait le garçon de café dans l'être et le néant. Et de fait, cette vision de la femme est à la fois extraordinairement égalisante. L'homme et la femme doivent être frères puisqu'ils sont égaux, c'est le dernier mot du deuxième sexe, hein. Mais en même temps, l'analyse qui est faite de la féminité montre que la femme ne peut pas être sujet, donc elle ne peut pas être rationnelle puisqu'elle est un objet sous le regard de l'homme et qu'en tant qu'objet, elle se comporte forcément de manière irrationnelle puisque telle est la demande masculine et tel est le désir masculin, c'est d'avoir à ses côtés, devant lui, quelque chose qui représente le contraire de lui-même et qui par conséquent le complète. Alors, dans cette analyse de la féminité, je ne veux pas ici revenir sur les fondements du féminisme qui ont évolué à partir de mai 68. Julia Kristeva dit « on est femme et on le devient ». Donc il y a là une transformation substantielle qu'on constate, mais l'histoire philosophique du féminisme n'est pas faite, surtout pas par les hommes, et par conséquent, le socle que représente le deuxième sexe a aujourd'hui beaucoup d'importance pour réfléchir sur la féminité en tant que complémentarité en quelque sorte de la raison ou en tant qu'irrationnel projeté par l'homme, projeté par la raison et dont les femmes se font par complaisance mais aussi par désir, par narcissisme, hein, c'est un chapitre très important du deuxième siècle. Les femmes se font en fait les porteuses de l'irrationalité dans la société et la genèse de cette irrationalité c'est tout simplement la genèse de l'objectalité, c'est-à-dire la femme a à convertir son désir en un désir passif. Elle a en fait à devenir objet du désir et non plus sujet du désir, et c'est cette objectivation du désir qui fait toute l'irrationalité de la femme. Elle sort au fond de l'espace que l'existentialisme avait balisé pour le sujet, c'est-à-dire l'espace de la donation de sens qui est le privilège du sujet et à laquelle la femme ne peut pas se hisser puisqu'elle est au fond parfaitement assujetti à sa mission d'objectivation. Alors, je ne sais pas ce que les femmes pensent de ce livre. La plupart de celles qui l'ont lu l'ont trouvé extrêmement libérateur, le disent et le proclament, l'écrivent encore aujourd'hui dans les colloques du 50e du deuxième sexe. Et il est extrêmement intéressant que cette question se pose encore et toujours, puisque ce groupe immense des femmes qui fait la moitié de l'humanité
a été et continue d'être partout discriminé et partout réduit à un statut objectal, et que là se trouve peut-être une des principales, si j'ose dire, questions qui se posent aujourd'hui à la subjectivité, à savoir est-ce que l'égalité des hommes et des femmes est possible sur le plan subjectif autant que sur le plan juridique. Nous savons que sur le plan juridique, l'égalité est incomplète et qu'elle, malgré tous les principes et malgré le travail des juges, elle continue d'être socialement acceptée comme étant inégale. Mais sur le plan subjectif, là se trouve vraiment le cœur de la question du genre, qui n'a rien à voir avec la question du sexe, puisqu'après tout, aujourd'hui, le sexe, tout le monde fait tout ce qu'il veut avec tout ce qu'il trouve. Mais ce n'est plus une question de sexe, c'est une question de genre. Et à travers la question du genre, on touche évidemment à l'identité. Alors la réponse existentialiste, c'est que cette problématique est fausse et que cette identité féminine est en fait quelque chose de tout à fait aliéné et de tout à fait mystificateur. Alors, est-ce que les femmes vont se retrouver dans cet appel à la fraternité avec les hommes, ou au contraire, elles vont s'éloigner de la raison, considérée comme purement masculine, et s'enfermer en fait dans ces rôles que Simone de Beauvoir a considérés comme étant les impasses de la féminité, à savoir le narcissisme, l'amoureuse, l'amour et la mystique. Alors ces trois éléments sont pour Simone de Beauvoir vraiment les impasses de la féminité, et aujourd'hui j'ai l'impression que le deuil de ces trois impasses est quelque chose qui est hautement problématique dans la question du genre. J'aborde maintenant la question de l'enfant. L'enfant forme un groupe avec lequel, comme dit Piaget, on est parfois tout à fait étonné de voir qu'il pense comme nous, et parfois tout à fait étonné de voir qu'il ne pense pas du tout comme nous. Vous posez la question à un enfant, où vont les nuages? Il répond, où ils veulent. Et pourquoi vont-ils tous dans la même direction? Parce qu'ils veulent. L'animisme. Alors, l'enfant a été, au fond, réputé ne pas penser. Au XIXe siècle, on n'anesthésiait pas les enfants parce qu'on pensait qu'ils ne souffraient pas. Eh bien, aujourd'hui, on continue de penser que les enfants ne pensent pas. Et c'est pour ça que la philosophie pour les enfants est quelque chose qui est un pas énorme, à la fois pour la philosophie, parce que la philosophie réapprend le dialogue avec les enfants, mais aussi un pas énorme pour les enfants, parce qu'enfin on leur donne des moyens de penser, des occasions de penser, des stimulations à penser, et toutes les questions extrêmement angoissantes qu'ils se posent sans trouver de réponse véritable dans leur entourage, en particulier la question de la mort, eh bien, toutes ces questions peuvent faire l'objet de débats, et on s'aperçoit que le débat permet aux enfants de stabiliser leurs croyances, mais aussi d'agir puissamment sur leur propre esprit et sur celui des autres, et que par conséquent, une interaction entre enfants est tout à fait possible, et que de même qu'ils souffrent, eh bien, ils pensent, s'il n'y avait que cette révélation, elle ne serait pas insignifiante. Alors, dans la pensée de l'enfant, enfin pour essayer de comprendre la pensée de l'enfant, on a quelque chose de merveilleux en philosophie, c'est l'œuvre d'un philosophe qui n'a pas été un philosophe exceptionnel, qui est un professeur très ennuyeux, un victorien extrêmement renfermé, peut-être névrosé, c'est évidemment Lewis Carroll. Lewis Carroll est l'inventeur du livre d'enfant, et c'est aussi un livre qui est né d'une interaction avec les enfants. Le révérend Dodgson a ramé pendant tout un après-midi sur une rivière de la campagne anglaise, Oxford je crois, et avec Alice et ses petites sœurs, les filles du doyen, et il leur a raconté une histoire invraisemblable qu'elles ont ensuite exigé d'avoir par écrit et finalement qui a été publiée avec des dessins et qui constitue le premier livre d'enfants. C'est une expérience éditoriale, c'est une expérience d'écriture et c'est en même temps une expérience psychologique extrêmement importante. Je me souviens d'un voyage où nos enfants se disputaient sur le siège arrière, comme font les enfants avant qu'on invente la télévision sur le siège arrière, eh bien, on avait sous la main une vieille cassette d'Alice au Pays des Merveilles qu'on a mis
dans la radio de la voiture, et là, aux stupeurs, des enfants que 6 ans de différence séparaient ont été absolument médusés et ont écouté ce récit avec passion. Pourquoi? Parce que Alice pose des problèmes que les enfants se posent, et Alice, en fait, est venue, c'est en quelque sorte le premier service que la philosophie a rendu à l'enfance, et Alice a mis en œuvre, en fait, cet élément de choc cognitif permanent dans lequel les enfants se trouvent, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui les entoure, et Carole a, en fait, imaginé que Alice tombait dans le trou du lapin, rabbit hole, et que cette chute, en fait, était tout sauf angoissante puisqu'elle était longue. Et cette chute symbolise profondément le choc cognitif. Alors, les adultes ont des chocs cognitifs rapides et brefs, et en général, quand ils sont intelligents, eh bien, ils trouvent des solutions, des réponses aux questions qui les ont déstabilisés, au moins partiellement. Mais les enfants, eux, ont l'habitude, en quelque sorte, de rien comprendre, et Alice s'aperçoit qu'elle peut tomber jusqu'au centre du monde sans se faire mal et sans en souffrir autrement. C'est une première situation, la chute, qui est en fait une situation où l'adulte se retrouve que de manière sporadique et désagréable, mais où l'enfant se trouve finalement obligé de faire confiance en quelque sorte à la gravitation de l'esprit, parce qu'il ne comprend pas ce qui l'entoure et qu'il doit au fond accepter qu'il ne comprend pas tout, il comprendra peut-être plus tard, mais que certainement pour l'instant il ne comprend pas. Et ensuite, un deuxième élément qui me semble très important par rapport au vécu et à l'intelligence de l'enfant, c'est le problème de la taille. Mange ta soupe, tu grandiras. Donc il y a une petite fiole qui s'appelle Drink Me, un petit morceau de gâteau qui s'appelle Eat Me, et chacun permet à l'enfant de changer de taille. C'est le devenir fou au sens de Gilles Deleuze, à savoir que la notion d'irréversibilité étant assez difficile à acquérir, eh bien l'enfant pense que si on grandit on peut rapetisser, et si on rapetisse on peut grandir. Donc c'est ce devenir fou qui va simultanément dans les deux sens, qui est effrayant. Et il faudra en fait qu'Alice rencontre la chenille montée sur son champignon avec son hookah. Et cette chenille, qui est devenue une sorte d'emblème du psychédélique, à partir des années 70, elle se retrouvait dans toutes les publications de l'underground, est en fait un adulte extrêmement répressif, extrêmement sévère et dur, qui exige de savoir qui est Alice. Sa réponse, c'est qu'elle ne sait pas parce qu'elle a trop changé de taille. C'est une réponse intelligente. Et la chenille ne comprend rien et répète sa question indéfiniment. Au fond, elle préfigure cette autorité absurde de la reine qui veut que sa parole soit accomplie, quelles que en soient les conséquences. C'est la découverte par Alice du pouvoir social. Mais la chenille, au fond, se voit objecter par Alice une remarque très profonde, à savoir qu'elle va devenir elle-même un papillon et qu'elle n'en sait rien. Et la chenille nie absolument être un papillon. La chenille représente l'adulte dans tout ce qu'il a de lourd et de pénible et de stupide, à savoir quelqu'un qui croit qu'il reste adulte, alors qu'il est susceptible de muter en papillon d'une minute à l'autre, et même si cette métamorphose est assez effrayante pour les enfants, parce qu'ils n'aiment pas trop que leurs parents deviennent des papillons, eh bien, il se trouve que les enfants ont quand même sourdement dans l'idée de leur propre devenir, l'idée du devenir de leurs parents. Au contraire, le chat est l'adulte totalement libérateur. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, en fait, maintenant, tu peux aller où tu veux. La question, je vous rappelle, est où dois-je aller? Quel est le chemin? Et le chat demande pour aller où? Et Alice dit je ne sais pas. Alors, dit le chat, tu peux prendre toutes les routes. Ce moment est extrêmement important. C'est véritablement le moment de la libération de l'enfant, parce que, enfin, la route dépend de lui. Bien sûr, les premiers choix ne sont pas les bons, puisqu'il va aller dans le thé fou. Et dans le thé fou, on se trouve parmi les grands négateurs. Le 19e siècle a fait l'expérience de la négation sur un mode encore privé et au fond prophétique. Mais notre époque est semée de négateurs. Autour de nous, les gens qui fêtent les non-anniversaires, parce qu'il y en a plus, il y en a beaucoup. Des gens qui veulent renverser les valeurs sociales, qui veulent faire être tous fous. We are all mad here, c'est ce que dit le chat. Mais avec le thé fou, on tombe sur des gens qui sont vraiment fous parce qu'ils ne nettoient pas les tasses. Ils pensent que les tasses se nettoieront toutes seules et ils passent de tasse en tasse pour ne pas avoir besoin de les nettoyer.
Et ensuite, eh bien, il professe que les non-anniversaires doivent être fêtés bien plus que les anniversaires qui sont trop rares. Alors, il s'agit là évidemment d'une allégorie très subtile, d'une allégorie de la révolution, c'est-à-dire d'une allégorie de la négation. Et l'expérience sociale d'Alice, c'est de se confronter à la fois au négateur, dans le Téfou, et à la reine et à ses commandements absurdes, ce qui fait qu'au fond, Alice apprend à devenir une grande personne, quelqu'un qui n'est à l'aise ni dans la société, ni dans la contre-société. La dernière catégorie que je voudrais aborder comme étant porteur d'une irrationalité fascinante, c'est en fait cette catégorie qui se trouve en nous et qui est la catégorie des rêveurs ou la catégorie du rêve. Bien sûr, tous les états de conscience sont susceptibles d'apporter quelque chose, sinon à la raison, du moins à l'âme. Le sommeil, l'ivresse, l'habitude sont aussi des expériences décisives de l'âme. La raison y retrouve aussi son bien. La raison peut s'interroger valablement sur le sommeil, elle peut s'interroger valablement sur l'ivresse, elle peut s'interroger valablement sur l'habitude. Mais ces éléments-là sont au fond des éléments qui seront toujours en extériorité. Avec le rêve, il y a en nous la production d'une irrationalité qui est la nôtre. Autant les sauvages, les femmes, les enfants sont d'une certaine manière des catégories qui sont situées fortement à l'extérieur, y compris d'eux-mêmes d'une certaine manière, eh bien le rêveur c'est nous. Et ce rêveur est un autre. En effet, Freud distingue le contenu manifeste qui renvoie aux petites préoccupations de la journée précédente. Le rêve commence la journée précédente, dit-il. Mais il y a derrière le contenu manifeste, il y a le contenu latent, et le contenu latent renvoie à des complexes qui se sont structurés dans la personnalité infantile. Et là, le lien se fait entre l'enfant et le rêveur, et même s'il faut des dizaines et des dizaines de séances de psychanalyse pour retrouver l'enfant perdu qui est au centre de nous, c'est quand même lui qui se signale par ses rêves. Et cette enfance dans nos rêves fait que le rêve est une voie royale d'accès à l'enfance et une voie royale par conséquent d'accès à l'inconscient. Mais ceci, dans toutes les formes de psychanalyse, vous allez retrouver ce même schéma. Vous avez un contenu manifeste, vous avez un contenu latent, et ce contenu latent qui se réfère à l'inconscient personnel, à l'inconscient collectif, c'est la même chose. Le rêve dit la vérité. Et là se trouve un problème qui est grave, puisque le rêve avait au fond perdu avec le message des dieux, ou de Dieu. Je vous rappelle qu'on a beaucoup rêvé dans le christianisme, et que de grandes choses se sont faites grâce à des rêves. Eh bien, quand Dieu a disparu de l'horizon du rêve, eh bien, le rêve est devenu insignifiant. Et même si Descartes prend encore grand soin d'accomplir les vœux qu'il avait émis dans ses rêves, eh bien, au fond, la conduite normale d'un individu adulte et rationnel, c'est de refuser à ses rêves la moindre signification. Et c'est bien un renversement qui se produit en janvier 1900, quand paraît l'interprétation des rêves. Pour la première fois, les rêves reprennent la parole. Et d'une certaine manière, notre siècle ne peut pas se comprendre sans ces rêves. Non que les songes aient eu une efficacité du type de celle qu'elles avaient dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, mais les rêveurs ont en fait marqué l'histoire du XXe siècle parce que les rêves ont été à nouveau pris au sérieux, soit dans une perspective d'intériorisation et d'introspection, soit dans une perspective qui est beaucoup plus grandiose et qui est la transformation de la réalité sociale. Je fais mes batailles avec les rêves de mes soldats, disait Napoléon, préfigurant Freud. Et la question qui est posée par le rêve, c'est évidemment la question d'une vérité qui soit plus profonde que la vérité rationnellement accessible de notre vie.
Mais il faut se rappeler que le rêve travaille, c'est-à-dire qu'il propose quelque chose. Il est plein d'humour, plein d'ironie, plein de sollicitude. Il y a véritablement, entre le rêveur et moi, il y a une sorte de dialogue qui peut s'établir et d'une certaine manière, la question c'est de savoir où va le rêveur. Que veut-il pour moi? Même si Freud dit qu'il n'y a pas de bonheur qui ne soit pas l'accomplissement d'un rêve. Merci.